Bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Starcom. Vous le savez, ici, c'est l'émission qui a pour pouvoir de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité guinéenne. Ceci pour vous permettre de prendre position avec responsabilité sur ces sujets de l'actualité guinéenne. Aujourd'hui, dans ce numéro de l'émission Starcom, nous parlons des examens nationaux avec notamment cette annonce plus de 20 000 dossiers de candidature rejetés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut dire que l'annonce a été faite ce jeudi 1er avril 2021 lors du conseil du cabinet du ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation, MENA en abrégé. Ces 20 000 et quelques dossiers de candidature ont été rejetés au cours de l'opération de toilettage pour rendre conforme aux critères de candidature aux examens nationaux. Déjà, il faut dire que le sujet fait assez de polémique dans la cité et nous, dans cette émission, on essaye de comprendre qu'est-ce qui justifie la décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à procéder notamment au recalage de ces 20 000 dossiers. Quelles sont les grandes réformes annoncées par le MENA dans le cadre notamment de l'organisation des examens nationaux débarrassés de toutes sortes de fraudes? Et qu'est-ce qu'il faut également retenir des actions déjà engagées par le MENA dans le cadre de la revalorisation du système éducatif guinéen? Voilà, entre autres, toutes ces questions qui seront posées dans cette émission et on aura des réponses également sur ces questions dans cette émission. Mais ça sera juste après cette courte pause. Merci de nous renouveler votre confiance et considération à cette émission et à cette télé, Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Il faut le dire, on se retrouve également pour cette autre représentation de l'émission, notamment Starcom. Aujourd'hui sur ce plateau, pour en parler de tous ces sujets, on reçoit pour vous Monsieur Ansa Diawara. Je rappelle qu'il est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Diawara, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue une fois encore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui sont en train de nous pratiquer. Ouais. J'avoue que ça fait plaisir. Je partage ce plateau avec vous. Merci de m'inviter. Ouais. Alors, il faut dire quand même que c'est un sujet qui suscite assez d'interrogations. Mais avant d'en parler, il y a quand même cette première question d'entrée. Il faut rappeler que l'année scolaire dernière a été charcutée par des mouvements de contestation, des grèves des syndicalistes. Il y a également cette crise pandémique notamment qui s'est jointe à la liste, qui a conduit même à l'arrêt des cours en Guinée. Alors, après une année presque chaotique pour le système éducatif guinéen, quelle est aujourd'hui la rétrospective qu'on peut faire aujourd'hui sur la situation de l'école guinéenne aujourd'hui sur le magistère, notamment du ministère de l'Éducation nationale? Bien, comme je l'ai dit tantôt, merci de m'inviter sur ce plateau. Ce qu'il faut dire par rapport à l'année dernière, effectivement, il y a eu perturbation, cela dû à l'avènement du coronavirus dans le monde entier. Ouais. La Guinée n'est pas en reste. Sur nos côtés grèves, nous avions déjà fini les grèves depuis l'année 2019. L'année 2020 n'a pas connu de grève. Mais avec la pandémie au coronavirus, les cours ont été stoppés. Et ce qui nous a même fait faire les coups de... C'était assez, quand même, de problèmes, oui, parce qu'on n'était pas prêt à cela, sincèrement. Oui, parce que quand il y a de la nouveauté, je crois qu'il y a des problèmes, mais on a su quand même faire et on a tiré le maximum de profit. Disons qu'il s'agit de la Guinée ou d'ailleurs, les cours ont été perturbés partout. Et nous nous sommes vraiment, en tout cas, conformés à ça, parce que déjà les 2/3 des programmes étaient déjà enseignés. Il fallait donc compléter parce que... Alors, après cette année, aujourd'hui, comment se comporte l'école guinéenne? Bien, l'école guinéenne se comporte bien, parce que nous avons ouvert déjà les classes et les cours continuent normalement.
Sauf que le seul bémol, c'est qu'on a eu quelques cas au coronavirus qui sont aujourd'hui stoppés. Nous sommes en train. Mais les cours se passent normalement. Nous venons même d'effectuer les évaluations du premier trimestre et partout sur toute l'étendue du territoire. Donc, en un mot, pour l'heure, l'école guinéenne se porte bien. Il faut rappeler quand même que vous êtes porte-parole d'un ministère qui a connu l'arrivée du professeur Bano Bari, qui n'est pas méconnu dans le secteur éducatif guinéen, pour lequel sa nomination avait suscité assez d'espoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir du bilan des différentes réformes engagées sous l'ère du professeur Bano Bari, dans le cadre notamment de la révolution du système éducatif guinéen? Bien, alors parler du bilan du professeur Bano Bari, c'est très tôt. Mais vous savez, même si on fait un mois de service, il y a toujours des traces qui sont laissées. Par lesquelles on peut justifier. Voilà, donc, parler de son bilan, il faut parler d'abord, premièrement, il est tombé sur les examens de l'année dernière. Et ces examens, nous les avons tenus. Et la nouveauté qu'il y a eu dedans, il y a eu du coaching. C'est-à-dire qu'habituellement, nous envoyons des inspecteurs, des superviseurs, pour superviser les examens partout sur toute l'étendue du territoire. Il y a des superviseurs préfectoraux, il y en a aussi régionaux, mais il y a aussi nationaux. Mais cette fois-ci, on a envoyé des coachs. Et le coaching, c'était pas supervisé en tant que tel, mais aider nos responsables des localités, des responsabilités déconcentrées, à faire l'examen sans que nous ne participions assez. Donc leur voix à l'acte et leur conseil. Le coaching, ça c'est l'une des premières... L'une des premières nouveautés que nous avons en tout cas expérimentées cette année. Et cela dans le but éventuel de décentraliser les examens complètement. Au lieu que le bac soit national, déjà le BEPC est préfectoral. Chaque préfecture gère le CEE, je parle du CEE. L'examen d'entrée en septembre, le certificat de fin d'études élémentaires. Ça, c'est les deux CEE qui gèrent maintenant les différents... C'est les DCE qui gèrent ça, les DPE au niveau des préfectures, DCE au niveau de Conakry. Maintenant, le BEPC est réglé au plan régional. Chaque inspection régionale gère le BEPC. Ça, c'est les IRE. Les IRE, voilà, inspection régionale d'éducation. Maintenant, il y a le bac qui est toujours national. Donc, le ministre a envoyé des coachs pour pouvoir être près de nos responsables-là, déconcentrés, à mieux gérer, à les conseiller sans imposer quoi que ce soit et remonter les observations et voir qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer. Donc, il y a eu ça cette année. Également, il y a de la formation. Honnêtement, c'est la nécessité parce qu'on connaît que la plupart, notamment des encadreurs aujourd'hui, ont des niveaux tapis. Il faut largement penser à cela. Donc, à ce niveau, le ministre, il n'a pas lésigné sur les moyens par rapport à la formation. D'ailleurs, il a fait de ça son credo parce que qui parle de bonne école parle de bons formateurs. S'il n'y a pas de bons formateurs, les enfants qui sont là ne peuvent être bien formés. Donc, il a mis cap d'abord sur la formation. Alors qu'il il y a des professeurs qui doivent finir maintenant en juin leur formation en français. C'est des formateurs. Formateurs, ils vont apprendre aussi à former d'autres enseignants. Ceux-ci finiront en fin juin. Il y a également, tout récemment, la Guinée a été dotée de bourses par la Russie. Il y a 12 cadres du département qui doivent rallier la Russie pour une formation post-universitaire. Donc ça aussi c'est un acquis. Il a toujours continué à jeter son filet, à amasser beaucoup de choses. La Tunisie, par exemple, Tunisie-Dakar, c'est prévu une formation en ingénierie de curricula, parce qu'il faut revoir nos programmes d'enseignement. Bon, ça aussi, c'est en vue. Également à Dakar, l'année prochaine, il y aura l'envoi des cadres aussi pour l'école de l'inspectorat, parce que la Guinée avait l'habitude d'envoyer des cadres pour être formés, pour sortir inspecteurs, mais il y a cela un peu longtemps, cela s'est stoppé. Il renoue à ça et bientôt
nous aurons aussi des inspecteurs de ce côté. Également, il y a la formation des CPMF et APS. Il y a quelques années, c'est stoppé parce que ces CPMF et APS aident énormément les écoles. Ça, si c'est au niveau de l'école, de l'élémentaire, autrement le primaire, les CPMF, ils sont des maîtres formateurs et qui sont près de nos enseignants. Ils les encadrent. Bien. Ils les encadrent, mais cela aujourd'hui a été stoppé. Donc ça, c'est un cadre. Les APS également, ça c'est au niveau du secondaire. Donc bientôt, l'année prochaine, il y aura aussi ces cadres. Alors, pour celui qui connaît un peu le niveau actuel de l'école guinéenne, on peut avoir notamment le droit de se poser au regard de toutes ces actions, même si on ne peut pas faire maintenant le bilan de la gestion de professeur Bonobari, qu'est-ce que ça peut apporter comme plus dans le cadre notamment de la performance du système éducatif guinéen? Bien. Par quoi ça peut se mesurer ces petites réformes? Aujourd'hui, ça se mesure parce que vous-même vous comprendrez que les études, ce n'est pas une question d'un seul jour. Aujourd'hui, et les parents, et les enseignants, et les élèves, chacun s'attelle au cours. C'est que le laisser aller n'a plus sa place. C'est ce qui imprime, c'est ce qui exprime ici l'impression de l'empreinte du professeur. Ici, aujourd'hui, chacun veut aller de l'avant. Et cela aussi s'exprime également par le contrôle au peigne fin des différentes candidatures. C'est vrai, par le passé, on contrôlait, et le contrôle était toujours là, mais cette fois-ci encore, le contrôle devient de plus en plus fin. On va parler notamment de ces 20 000... Justement, donc c'est pour dire qu'il y a effectivement de l'empreinte, il y a effectivement de la tâche, des tâches indélébiles, qui aujourd'hui puissent sortir notre éducation d'un niveau à un autre niveau, parce que l'école se construit. L'école, c'est comme une maison. Ah oui, c'est graduellement. Voilà, c'est graduel. On commence par le soubassement et ainsi de suite. Donc, alors, voilà, on va parler de cette actualité Covid-19 dans le milieu scolaire. On se rappelle quand même que c'était la grosse crainte qu'on avait, parce que quand le MENA a procédé à la réouverture des écoles, tout le monde se posait des questions. Est-ce que l'État avait pris des dispositions dans le cadre, notamment de respect des mesures barrières dans les écoles? On a vu que le coronavirus est invité dans certaines écoles de la Guinée. Ça s'est beaucoup plus fait, notamment enregistré du côté de la région de la Moyenne-Guinée à l'Abbé, où il y a eu cette chaîne de propagation dans une école. Alors aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce que le MENA a pris comme disposition pour d'abord freiner cette chaîne de propagation de Covid-19 dans les écoles, mais également pour prévenir ces cas, notamment de coronavirus dans les différentes écoles, à travers notamment des dispositions. Très bien, et comme vous venez de le dire, c'est pourquoi même on a ouvert tardivement les écoles à l'image d'autres pays frappés par coronavirus. Alors, mais avant qu'on ouvre les écoles, les dispositions avaient été prises, et cela sur toute l'étendue du territoire, dans le port des masques, le contrôle régulier au niveau de chaque école. Il y a même eu un comité dans chaque circonscription pour pouvoir contrôler l'efficacité ou l'existence de ces moyens que nous avons utilisés. Également, en dehors de tout ça, il y a eu beaucoup de sensibilisation au niveau des parents. Parce que l'école en tant que telle, c'est un lieu de regroupement. C'est un lieu de regroupement. Chacun quitte de mais domicile. chacun quitte d'une famille pour être là. Si coronavirus est dans une famille, forcément, coronavirus peut s'inviter dans une école. Donc voilà, grosso modo, nous avons fait ces sensibilisations, nous avons fait porter les masques aux enfants et aux enseignants. Nous avons aussi... Mais certains se plaignent du fait que le MENA n'a pas été aussi exigeant dans le cadre notamment du respect de la distanciation dans les écoles. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour dire qu'il faut notamment respecter. Alors aujourd'hui, face à ces problèmes de surnombre dans les écoles, qu'est-ce que le MENA est en train de faire pour juguler cette situation? Bien, justement, il faut comprendre que si la dernière fois nous avions créé la distanciation, et cette distanciation nous a coûté, puis les 2 tiers des programmes étaient enseignés. Justement.
Deuxièmement, le coronavirus était avec une célérité, il fallait faire avec. C'est-à-dire qu'il fallait créer de la distanciation partout, même dans nos classes. Mais aujourd'hui que coronavirus, les infections ont beaucoup plus baissé qu'à son arrivée, c'est pourquoi nous n'avons pas créé de distanciation. Mais ce qu'il faudra comprendre, nous avons fait respecter les mesures barrières. Le lavage régulier des mains à la rentrée de chaque école, le contrôle de la température, le port des bavettes. Tenez-vous bien, les enseignants ont été testés. Les enseignants, tous les encadreurs ont été testés. Alors pour dire que oui, nous qui sommes encadreurs, parce qu'il est plus facile de tester à cause de la dose aussi, ouais, justement. L'effectif, la population scolaire est tellement élevée qu'on ne peut tester tout un chacun. Mais on a fait tout ça, c'était pour limiter les dégâts. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons pu limiter les dégâts parce que les cas que nous avons pu observer signalés à l'Abbé, à Mali, à Conakry ici et à Kouroussa ont été vite maîtrisés. Les personnes contacts dans ces différentes écoles ont été mises en quarantaine, contrôlées. Les élèves qui ont été constatés positifs ont été automatiquement envoyés dans les CTE. Et aujourd'hui, nous disons Dieu merci parce que le cas, on n'a pas le problème. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous avons dans cette émission le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Ansa Diawara. Avec lui, on passe sous scanner les réformes engagées dans le cadre notamment de la performance du système éducatif guinéen. Et puis, dans cette deuxième partie de l'émission, nous reviendrons notamment sur ce débat autour du rejet de ces 20 000 dossiers de candidature par le MENA qui suscite assez de polémiques dans la cité. Mais avant, on marque une courte pause et on revient après dans cette émission. De retour dans cette émission pour la deuxième partie de l'émission Star, comme consacré essentiellement au système éducatif guinéen. Il faut dire que les examens nationaux de 2021, plus de 20 000 dossiers de candidature ont été rejetés par le MENA. L'annonce a été faite ce jeudi 1er avril 2021 lors du conseil du cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ces 29 000 dossiers de candidature ont été rejetés au cours de l'opération de toilettage pour rendre conforme aux critères de candidature, notamment aux examens nationaux. Alors, il faut rappeler quand même que ça suscite assez de polémiques dans la cité. On aura tout à l'heure l'avis d'un consultant là-dessus. Alors, Monsieur Diawara, c'est vrai qu'on parle d'une commission qui a été instaurée dans le cadre notamment du toilettage et autres. Alors, dites-nous, en réalité, qu'est-ce qui justifie cette décision de MENA, notamment pour rejeter plus de 20 000 et quelques dossiers de candidature. Ça, quand même, c'est une première dans le système éducatif guinéen. Oui. Bien, je crois qu'il n'y a pas de raison fondamentale. C'est que tout simplement, dans le but de qualifier l'éducation guinéenne, donc forcément le cursus scolaire, l'enseignement, les examens, il faut contrôler qui doivent être examinés. N'importe qui n'est pas habilité à être candidat. Si tout le monde est candidat, ça a beaucoup plus de conséquences pédagogiques qu'économiques. Parce que nous avons constaté, après le dernier examen, des copies au niveau du CEE. Des gens qu'on considère candidats ont des copies illisibles. Au BEPC, même constat. Au baccalauréat, même constat. Nous sommes dit, désormais, il faut savoir qui est candidat à quel examen. Est-ce que ça, c'est votre ressort? Ça, c'est quand même du ressort notamment des directions communales. Ce n'est pas au ministère de recaler un dossier. L'autre question, est-ce que ce n'est pas aux examens qu'on doit évaluer les gens? Parce que si on se porte candidat à un examen, j'aime dire que la meilleure façon de mesurer qu'il est capable ou pas, c'est de laisser compétir comme les autres. Mais on ne peut pas l'éliminer avant l'examen. Vous vous trompez, c'est le département qui chapeaute tout. C'est une chaîne. Chaque étape a sa mission. Au niveau des écoles,
les différentes écoles élaborent les listes, les envoient au niveau des directions communales ou directions préfectorales. Et à ce niveau, il y a un service examen aussi qui contrôle. C'est une sorte de tamis qui contrôle, envoie à l'inspection régionale. Lui, il contrôle. Cette inspection aussi ramène au niveau du service examen qui est le département, qui est la direction nationale. 20 000 dossiers, c'est quand même énorme. Oui, mais écoutez, c'est l'avenir de plus de 20 000 jeunes qui seront presque scellés. Évidemment, quand vous fournissez un mauvais dossier, même à un concours, vous êtes candidat, on vous dit voici les documents à déposer. Si vous ne déposez pas les documents tels, mais vous êtes éliminé. C'est ce qui se passe. Et dans cette élimination, il faut pointer du doigt deux choses. La première chose, ce sont des faux diplômes. Des gens qui se déclarent être candidats au BEPC, mais qui n'ont pas respecté les différentes sessions. Qui n'ont pas eu. Quelqu'un ne peut pas être candidat au BEPC sans être admis sans obtenir le CEE. Donc l'examen d'entrée en 7e. Quelqu'un ne peut pas être admis à faire le bac s'il n'a pas son BEPC. Donc voici le premier contrôle. Si des gens font des faux dossiers, l'école qui reçoit le candidat, l'école ne peut pas déceler que c'est un faux dossier. Comme l'école peut faire exprès, par inadvertance. Mais quelqu'un peut être, par exemple, de la 12e année et se porte candidat pour le bac. Également, vous les empêchez. Je vais venir. Je vais venir. Vous voulez qu'on améliore le niveau d'études en Guinée. Justement. Vous voulez qu'on quitte dans l'état où nous sommes pour aller dans un état amélioré. Parce que c'est dit partout et c'est clair. Non, les enfants n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau. Mais laissez-nous faire que ces enfants-là aient le niveau. Et pour ce faire, il faut contrôler. Il faut contrôler qui peut faire quoi, qui est candidat. Vous prenez quelqu'un. Je prends votre exemple. Quelqu'un fait la 12e année. Il n'a pas fini de maîtriser le programme de la 12e année. Vous le prenez candidat. Il va faire le bac. Il a le bac, je suppose. Mais n'oubliez pas que la première année universitaire, les programmes sont en partie terminale. Quelqu'un qui n'a vu aucun programme de terminale, vous le faites propulser comme ça à l'université, c'est des dégâts. Ce sont des gens qui terminent aujourd'hui, mais qui n'ont aucun niveau. Bien, on va essayer de comparer. La deuxième chose. La position du ministère notamment, parce qu'on a... La deuxième chose, je vais vérifier, je vais ajouter ça. Oui, allez-y. C'est bien ce qu'on a appelé les sessions rapprochées. Sessions rapprochées, je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un, il y a un candidat normal, il y a aussi le candidat libre. Le candidat normal, c'est celui qui a respecté la session. Je prends par exemple le baccalauréat de cette année. L'élève qui a eu le BEPC en 2018, il est en terminale en 2021. Lui, on l'appelle candidat normal. Normal, oui. Quelqu'un qui a eu son BEPC en 2017, il reprend le bac, c'est sa deuxième fois, c'est un candidat normal. Mais quelqu'un qui est en dehors de ça, il a eu son BEPC en 2019 ou bien en 2020, il veut faire le bac cette année, on appelle ça session rapprochée que nous refoulons. Que vous recalez. Nous recalons. Donc c'est pourquoi cette année, en plus des deux comportements, il y a des gens qui ont fourni des documents remplis de fautes. Bien, on va revenir. Et ça, on les a retournés, ce n'est pas un rejet total. Parce qu'il faut dire quand même que sur le terrain, votre décision, la décision du MENA suscite assez d'interrogations. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec notre invité qui normalement doit être au bout du fil, M. Yatigna Mansaré. Je rappelle qu'il est un consultant en pédagogie et en enseignant, et enseignant notamment des cours littéraires comparés. Il est avec nous normalement au bout de fil. Monsieur Mansaré, merci d'être avec nous à l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Oui. Alors, merci pour... Ouais. Allô? Vous me recevez?
Voilà, je disais donc merci à Star 21 pour cette opportunité qui m'est offerte pour m'exprimer sur un sujet aussi capital qui est l'éducation. Ouais. Alors, on a appris parfois de médias que le MENA, le ministère en charge de l'éducation nationale dans notre pays, a procédé... Alors justement, il y a cette question. C'est vrai que vous avez forcément l'information, on le voit que vous êtes à la page. Alors, il y a cette question. Aujourd'hui, quel est votre regard, quelle est l'analyse que vous portez sur ces 20 000 dossiers qui ont été récalés par le MENA, qu'on estime notamment comme étant des dossiers pas conformes aux critères notamment d'éligibilité pour les examens nationaux? Alors, mon analyse là-dessus, c'est que quelque part, je vois un aveu de culpabilité de la part du département. Tout à l'heure, vous avez suivi le porte-parole qui disait que dans nos établissements d'enseignement au secondaire, il y a des élèves qui sont installés, par exemple, par niveau, mais qui, malheureusement, ne sont pas officiellement admis à l'examen précédent. Il a dit tout à l'heure, il y a des cas de candidature, d'accord, qui ont été recalés pour raison de faux diplômes ou de fausses attestations. Ce qui sous-entend donc carrément que dans les établissements, il y a des élèves qui sont par exemple au lycée qui n'ont pas normalement le BEPC. Ouais. Et donc qu'est-ce que cela sous-entend? Que le département ne mène pas de contrôle strict pour voir effectivement si les élèves qui sont reçus dans nos établissements au lycée sont effectivement admis au BEPC. Donc à ce niveau, moi je les porte un doigt accusateur par rapport à ce déficit de contrôle. Mais au-delà de cela, je ne pense pas, par exemple, l'argument qu'il vient tout à l'heure d'avancer par rapport à la session rapprochée. Partout ailleurs dans le monde, il y a ce qu'on appelle les examens anticipés. Ouais. C'est le cas de la France, c'est le cas du Sénégal par exemple. Tout près, il y a le bac anticipé. Donc un élève par exemple qui a, comme il le disait tout à l'heure, qui a obtenu le BEPC en 2019, donc en 2020 qui a fait la 11e, en 2021 normalement qui fait la 12e. Mais si l'élève est apte à affronter les épreuves de baccalauréat, il ne revient pas à X ou Y de dire que non, cet élève n'est pas apte à affronter les épreuves dans la mesure où il n'a pas respecté les 3 années du cycle du lycée. Ouais. Il revient aux examens. Il faut organiser des examens dans des conditions vraiment sérieuses et permettre vraiment aux examens de déterminer qui a la capacité d'être à l'université. Si je comprends bien, M. Mansaré, pour vous, ce n'est pas la formule qu'il fallait adopter, c'est d'organiser des examens nationaux plutôt sérieux, que ça dépendra notamment du déroulé des examens pour éliminer ceux qui ne sont pas des candidats normalement. Exactement. Donc il faut choisir des épreuves de taille et organiser des examens dans des conditions très sérieuses. Et ce n'est qu'à travers cela qu'on pourrait avoir vraiment des candidats valables pour nos structures d'enseignement. Ça, c'est la première analyse. Allez-y. Il ne faut pas endiguer les élèves à partir du secondaire parce que moi, je vois derrière cela le fait que vous voyez aujourd'hui la pléthore qui existe un peu dans nos structures d'enseignement supérieur. Donc, il y a une véritable question de capacité d'accueil. Il n'y a pas de capacité d'accueil. Donc, par rapport à cette situation, moi, je vois une stratégie d'endiguement. Il faut empêcher les candidats au niveau du baccalauréat parce que l'État n'a pas suffisamment d'infrastructures universitaires et l'État, depuis, je crois, 2018, n'oriente plus des étudiants dans les universités privées alors qu'il n'a pas d'infrastructure universitaire, ce qui fait du coup l'effectif pléthorique dans les universités. Donc pour permettre à l'État d'avoir juste un nombre limité, d'accord. Donc il faut décanter des dossiers de candidature afin que l'État puisse faire face notamment à cette masse estudiantine aujourd'hui qui reste sans capacité d'accueil dans les instances d'enseignement supérieur. Le nombre de candidats à l'examen. Donc moi je pense que penser que en bloquant par exemple les cas de candidature anticipée, cela contribuerait à améliorer le système éducatif. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis tout de même d'accord qu'il y ait des contrôles par rapport à la candidature.
Il faut vérifier effectivement si ceux-là qui sont présentés au niveau du brevet ont effectivement l'examen d'entrée en 7e. Également ceux qui sont présentés au niveau du bac, est-ce qu'ils ont le BEPC? Ça, c'est tout à fait normal. Chaque année, ça doit être... Alors, il y a également l'autre question. Selon vous, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, M. Ansel Diawara disait que le ministère, notamment dans sa politique notamment d'assainissement du secteur éducatif guinéen, alors vous, est-ce que vous estimez ce sont les organes habilités qui ont mené ces opérations, notamment des tris des dossiers qui répondaient aux critères aux examens nationaux? Non, M. Diawara tout à l'heure vous a donné le circuit. En temps normal, les établissements ont le devoir d'établir la liste des candidats, des dossiers de candidature. Et par les établissements, les listes de dossiers de candidature sont déposées en premier lieu au niveau des directions communales de l'éducation ou direction préfectorale de l'éducation. De là, ça va à l'inspection régionale. Et c'est après maintenant que le contrôle dernier se déroule au niveau du service examen. Maintenant, cette année, c'est parti si vite qu'on a eu l'impression qu'on a inversé la tendance. C'est-à-dire les dossiers de candidature ont été directement envoyés à partir du service examen. Et du service examen, du coup, il a été signifié qu'il y a plus de 20 000 cas de candidature qui sont recalés. Voyez, en clair, M. Mansaré, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre avis, notamment des consultants en pédagogie et enseignants de cours littéraires comparés? Qu'est-ce qu'on peut déceler de cette décision du ministère du MENA en ce qui concerne notamment le rejet de ces 20 000 dossiers de candidature? Non, je l'ai tout à l'heure dit, M. Barry. L'objectif, comme l'a si bien signifié M. Diawara, c'est loin de vouloir qualifier le système éducatif parce qu'il y a plusieurs autres problématiques auxquelles on pourrait s'attaquer pour pouvoir contribuer à l'amélioration du système éducatif. Mais je pense que derrière cette décision, il y a une volonté, il y a une stratégie d'endiguer le nombre de candidatures très pléthoriques chez nous, quand on sait que dans les structures d'enseignement supérieur, l'État n'a pas fait assez d'efforts pour bâtir des infrastructures d'enseignement supérieur, pour ne pas dire que l'État n'a pratiquement Vous êtes largement compris, je rappelle qu'on avait à l'instant même M. Yatigna Mansaré, consultant en pédagogie et enseignant de cours littéraires comparés. Alors, M. Mansaré, il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans ce numéro de Starcom consacré au système éducatif guinéen. Au plaisir d'ailleurs de vous retrouver dans nos prochains numéros. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, vous l'avez écouté. Bien sûr. C'est un peu l'expression de cette polémique qu'a suscité cette annonce. C'est vrai qu'il en est un, mais il y a plusieurs autres personnes qui ont d'autres regards sur cette décision. Alors, quelles sont vos réponses sur ces différentes, différentes analyses apportées par M. Mansaré sur ce dossier? Bien, je crois que c'est son analyse à lui, M. Mansaré. Ce que je voudrais signaler d'entrée de jeu, il n'y a pas cette relation entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Nous formons les enfants et la séparation quand ils ont le bac. Donc, le ministère, le MENA n'est jamais intéressé par la capacité d'accueil des universités. Capacité d'accueil ou pas, ce n'est pas notre problème. Mais je crois que les gens ne comprennent pas, certainement c'est les propos des universités privées souvent. Aucune université, je dis bien, n'a construit, ou aucun fondateur n'a construit pour être travaillé avec l'État. Non. Les universités privées ont été construites pour les nantis. Vous avez l'argent, vous y partirez. Vous n'avez pas d'argent, non. Et même actuellement, il y a certains qui ont été orientés à Gamal, d'autres à Symphonia, un peu partout. Ils disent non, je ne veux pas de telle option, mais je veux de telle autre. Et telle autre là se trouve où? Je vais au privé. Donc, il ne faut pas faire cet amalgame. Deuxièmement, les gens n'ont pas compris. On parle, non, il y a examen anticipé en France, au Sénégal. La Guinée n'est pas la France. Oui, mais la Guinée, quand même, ne peut pas rester à vase close. Non, on est dans un monde planétaire, je vous en prie, j'arrive. Pour pas faire devenir, il faut se référer aux autres. Justement, nous voulons devenir comme la France.
Aujourd'hui, il y a les bacs deuxième session au Sénégal. Nous voulons l'expérimenter. Il y a la deuxième session en France. Nous voulons l'expérimenter. La vie, c'est petit à petit. On faisait 2 bacs en Guinée. Mais par émulation, en calquant les bonnes choses, on a supprimé le bac 1 pour qu'on ait le bac unique seulement. Oui. On est en train de progresser là. L'effectif aussi. Voulez-vous qu'on ait beaucoup de candidats bidons dans nos classes? On refuse. On a vu des copies illisibles. D'où c'est venu? Il faut contrôler. Est-ce que quelqu'un a suivi normalement les cours? On ne tire pas les candidats par les cheveux pour dire que non, c'est le BEPC, tout le monde peut venir faire. Non. Tout le monde ne peut pas venir à Star 21 ici. Il faut passer un test. Donc, de ce fait, de ce point de vue, les documents ont été vérifiés au tamis de les écoles. N'importe quel parent peut venir dire, monsieur Barry, les responsables d'école pour... Bien sûr, monsieur Barry, je veux que mon enfant fasse l'examen. Il y a certains élèves même qui sont dans une école, s'ils n'ont pas par exemple le BEPC, ils vont dans une autre école, ils se portent candidat. Et puis, il y a quelqu'un qui veut envoyer son enfant aux États-Unis, on dit non, il faut le bac. Il fait la 11e année, on dit il faut l'inscrire au bac. Je ne suis pas d'accord. Nous voulons parfaire le niveau des enfants. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse prendre un enfant parce que non, il est brillant, il va avoir le bac. Nous ne voyons pas le fait qu'il ait le bac, nous voyons son niveau d'après. Deuxième explication. Voilà. La deuxième explication, on dit que les examens ne sont pas sérieux, les structures universitaires sont saturées. Non. Alors, on me fait signe qu'on est talonné par le temps. On va revenir sur ces réclamations portées par M. Yatina Mansari dans cette émission consultant pédagogie. Alors, mais avant, on va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée essentiellement sur le système éducatif guinéen à travers notamment cette annonce du ministère du MENA qui a procédé notamment au rejet de plus de 20 000 dossiers de candidature aux examens nationaux session 2021. De retour dans cette émission et notamment pour cette troisième et dernière partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement aux examens nationaux avec le rejet de plus de 20 000 dossiers par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors on revient notamment sur les remarques de notre consultant. Il disait que ce rejet est une sorte notamment de résultante du manque de contrôle de la part du MENA dans les différents établissements d'enseignement scolaire, ce qui prouve à suffisance aujourd'hui que le MENA est en train de se rabattre sur les candidats au lieu de faire son travail de contrôle dans les écoles. Malheureusement, c'est cette analyse qui me déçoit. J'aurais souhaité entendre que oui, le MENA est en train de contrôler. Le contrôle se fait en amont, mais aussi en aval. Chaque école est responsable de sa liste de candidats. Nous venons inspecter les cours. Et c'est pourquoi il y a un tamis. Les écoles déposent les listes au niveau des différentes directions communales ou préfectorales. À leur tour, ainsi de suite, c'est pour contrôler. Et attention. Le problème, ce sont les écoles privées. J'arrive. Ce ne sont pas seulement les écoles privées. Nous, on n'a pas cité d'école. C'est sur toute l'étendue du territoire national et au niveau des 3 examens. Ce qu'il ne faut pas oublier, il a été dit à toutes ces écoles. Pas de faux diplôme, contrôlé. Il y a des écoles sérieuses qui ont pris les diplômes déposés par les enfants, venir contrôler au niveau de l'inspection régionale, parce que c'est elle qui a le fichier du BEPC. Regardez, est-ce que tel diplôme est conforme. Quand ce n'est pas conforme, l'école sérieuse retire le candidat de la liste. Mais par contre, il y a d'autres qui ne le font pas. Mais nous, on a comme il y a un carrefour, il y a un tamis. Tu vas mettre tout dedans, mais quand ça vient, ça va sortir. Mais c'est ce qu'on a fait. Nous, on a pensé que ça devrait être apprécié par tous. Et nous avons dit, ce n'est pas
un arrêt automatique, un Vous rejet renvoyez les définitif. dossiers vers les écoles qui ont envoyé ces dossiers. Vous avez envoyé ces dossiers, c'est pas bon. Revoyez. De mon point de vue, celui qui a envoyé un mauvais dossier, il revoit. Là où c'est mauvais, il corrige. Mais si le dossier n'est pas réparable, c'est un faux diplôme, l'intéressé n'a pas eu le BEPC, n'a pas l'entrée en 7e, comment voulez-vous comprendre de telles personnes comme candidats? Le problème, et ces candidats sont rejetés. On dit non, le contrôle, le MENA ne contrôle pas. Je suis désolé. le problème, ce n'est pas le rejet de faux dossiers. Le problème, c'est le fait d'empêcher ceux qui désirent, notamment, de faire le bac ou le BEPC, par exemple, même si ils ne font pas, par exemple, la classe de la 10e année ou de la terminale. C'est là-bas le gros débat. Donc, le problème, vous voulez que tout le monde fasse le bac. S'ils ont le niveau. C'est pas possible. Ouais. Tout le monde. Il y a des élèves de la 5e année qui sont plus performants que ceux qui sont de la 6e année. C'est comme aussi le cas de ceux qui sont de la 12e année. Chez nous, oui. Nous voulons limiter les dégâts. Nous voulons que les gens respectent le cursus normal. Ouais. Nous voulons toiletter. Déjà, vous êtes en train de dire à tout moment que les enfants n'ont pas de niveau. Ouais. Nous voulons redresser ça. Vous dites non, vous ne pouvez pas redresser, tout le monde doit faire. On ne vous comprend plus. Nous voulons redresser. Ça peut arriver le jour que les gens auront un niveau normal, où chacun se dira oui, en Guinée, les enfants ont le niveau. On peut prendre des génies. Les génies peuvent être pris pour dire que oui, tel a le... Et puis on va organiser aussi une sorte de séminaire pour dire oui, tel peut avoir le niveau, il peut faire le bac. Ouais. Il a dit tout à l'heure que quelqu'un a le niveau, il faut qu'il fasse le bac, il faut le prendre. C'est à l'examen notamment. Voilà, c'est l'examen qui cale. Il n'a rien compris. C'est un pédagogue, mais le sujet est porté sur une partie ou deux leçons. Le sujet ne peut pas porter sur la première leçon du cours jusqu'à la fin. Non. Si tu as la chance, c'est comme de la tombola. Vous tombez sur le cours que vous avez maîtrisé. L'intéressé, même s'il n'a rien appris, on a vu des tocards être admis à l'examen. Justement. Mais même s'il n'a rien appris, il est admis. Mais est-ce que lui, c'est un véritable bachelier? Nous voulons corriger. Vous avez dit que le niveau est bas. Donc le problème, ce n'est pas le fait d'avoir l'examen, plutôt du contenu de ceux qui ont... Bien sûr, c'est pourquoi on veut contrôler le niveau. Vous n'avez pas le niveau du BEPC. Vous voulez faire le BEPC. Pour quelle raison? Alors que le niveau ne fait que baisser d'année en année. Nous sommes inquiets. Et voilà les points par lesquels nous voulons contrôler qui doit faire, qui ne doit pas le faire. Et les 20 000, pour vous, c'est grand. Mais c'est parce que les gens ont fait exprès. Ouais. On voudrait de ne pas porter bavette. Par exemple, on est en période de coronavirus. Vous ne portez pas. Mais si vous ne portez pas, on vous prend. On vous pénalise. On vous pénalise. Vous dites non, on m'a pénalisé parce que... Mais parce qu'on vous a informé que vous devez porter bavette. Ouais. On a informé toutes les écoles. Avant ça, il y a eu une réunion préparatoire. Donc ce n'est pas une décision prise. Ce n'est pas une décision à la va t'asseoir. Ouais. Une décision explosive. Non. Il a dit quelque chose, je réponds aussi. Que c'est très tôt cette année. Voilà. Depuis le premier mois de l'année, on a envoyé des lettres aux différentes écoles. Mais lorsque l'école est ouverte, les candidats sont inscrits, non? Oui. Mais si les candidats sont inscrits, le service de contrôle ne doit pas avoir la liste. Ce sont les listes que nous avons. Ce n'est pas une liste définitive qui est arrêtée. C'est une liste préparatoire. Et alors qu'il fait, il y a une commission qui est en train d'étudier la liste des candidats libres qui va être adjointe à celle-là. Justement. Et quand contrôle l'état est fait, si une école dont le nombre d'élèves a été rejeté, revient à l'achat pour dire oui, voici les bons dossiers. Alors, il y a cette question parce que le MENA brandit l'argument notamment de l'assainissement du système éducatif guinéen. Bien sûr. On pourrait être d'accord avec vous, mais sauf que pour celui qui connaît un peu comment est-ce que les examens de l'année dernière se sont déroulés,
on a vu des sujets qui se sont retrouvés sur WhatsApp, ou même des surveillants et des enseignants qui ont brillé par la fraude. Alors, cette fois-ci, à quoi on peut s'attendre en termes notamment de mesures? Parce qu'on nous a tellement saoulés avec des slogans tolérance zéro, mais après, on tolère tout après, parce que si les enseignants eux-mêmes sont dans la fraude, on a vu même des sujets traités. Il y a eu la création de comptes WhatsApp où les téléphones... Donc, cette année, à quoi on peut s'attendre réellement de la part du MENA? Je reviens sur les examens. Vous devez comprendre que chaque année, nos examens, nous nous améliorons dans l'exécution de ces différents examens. Certains vous diront, vous vous améliorez notamment dans la revue notamment du taux d'admission. Non, parce qu'on estime que ce sont les élèves qui payent aujourd'hui la facture de la... Je reviens sur ce mot taux. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont avec le mot taux. Quand un enfant a 10 de moyenne, il est admis. 10 de moyenne. 10 de moyenne. Ouais. Je vous apprends que par le passé, on repêchait jusqu'à 8. On repêchait à 9. Maintenant, on ne repêche plus. Parce que nous voulons avoir des enfants qui ont le niveau. C'est pourquoi on dit non, il y a ceci, il y a cela. Au niveau des examens, la Guinée n'est pas le seul pays qui est exempt de ça. Les conséquences de la fuite des sujets, les conséquences du numérique. Vous le savez, ça se fait. On a repris des épreuves en France. Oui, mais la fuite des sujets vient du département. Parce que ce sont des cadres qui sont liés à la sélection des sujets. Ça, c'est pas quand même des élèves. Ça, c'est des cadres de l'État. Oui. La fuite des sujets, il n'y a jamais eu de fuite chez nous. Non, vous ne pouvez pas le comprendre. Non, écoutez. Oui. Il n'y a jamais eu de fuite chez nous. Qu'est-ce qu'on appelle fuite? La fuite d'une épreuve, c'est quand le contenu de l'épreuve est connu avant son lancement. On appelle ça fuite. Oui. Mais lorsque l'épreuve n'est pas connue avant, on vient, on lance, quelqu'un sort son téléphone, il capte, il exporte, exporter l'épreuve en dehors de la salle, on appelle ça de la fraude. Oui. Vous confondez fraude et fuite. Non, mais parfois il y a les deux cas. Non, il n'y a jamais eu de fuite. Ouais. Ce sont des fraudeurs parce qu'on a tout... Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai été inspecteur régional, inspecteur qu'on appelle superviseur régional. Mais j'ai fouillé un candidat. C'est moi-même. J'ai dit au délégué de fouiller. Malgré cette fouille, à la dernière minute, c'est moi qui me suis arrêté à la porte pour fouiller les retardataires. Parce que tout ça, c'est expressement organisé. J'ai pris un candidat pour aller vite. J'ai sorti 3 téléphones Android. Un était sur son ventre. L'autre sur son pubis. Et le troisième, il portait collant. Il a mis entre ses cuisses. Mais si... Voilà, c'est la conscientisation des candidats. Vous voyez de telles personnes... C'est pas seulement que les candidats, hein. Non, je même suppose. les encadreurs et les... Je suppose. Non, c'est très banal. Ils ont brillé dans cela. C'est très On difficile. a vu même vos sanctions sur contre notamment ces encadreurs. Et bien entendu, il y a des gens qui sont des passoires. Ouais. Mais il faut sanctionner tous ces gens. Donc quand il y a eu fuite, il y a eu, comment on appelle, fraude, de telles personnes ont été prises, je voudrais dire, et enseignants et élèves, sanctionnés, sortis de l'école, du cadre. Ouais. Donc, quand vous dites, c'est nous qui avons extériorisé, il y a 3 ans, on médiatise. Quand on prend un fraudeur, on dit on a pris un fraudeur dans tel centre, dans tel... C'est nous qui le faisons. Ouais. Mais si on n'a pas officialisé, vous, presse, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si on le fait, on dit, il y a eu beaucoup de fraude. C'est nous. Mais nous voulons que ça cesse. C'est pourquoi nous sommes en train de trouver tous les dispositifs. L'année dernière, on a voulu supprimer ou couper le net. On dit, si vous coupez, l'économie va faire ceci, c'est rentré, c'est monté. Alors qu'on coupe ailleurs. Nous allons voir
Cette année... On ne dira pas, ouais. Je ne vous dirai pas, sur ce plateau, les dispositions que nous prenons contre les voleurs. Pour ne pas que les fraudeurs puissent... Parce que le Guinéen, quand vous dites c'est ce que je vais faire, ouais. demain il se prépare comment contourner ça. Ouais. Nous on ne le fera pas, mais notre examen ira d'amélioration en amélioration. J'espère que vous n'allez pas encore nous... J'espère que vous n'allez pas encore à nous donner ce slogan tolérance zéro. Non, qu'est-ce qu'on appelle tolérance zéro? C'est un slogan aujourd'hui qui a été désacralisé en quelque sorte. Non, pas du tout. Dévalorisé. Vous vous trompez. Oui. Quand on dit tolérance zéro, quelqu'un qui est pris, ceux-là qu'on vous a dicté là, quand on les prend, on les dépose à la gendarmerie. Ce qu'on appelle, il n'y a pas de pitié. Par le passé, quand on prenait quelqu'un, on dit bon, on change de feuille. Mais non, on ne change plus. Dès qu'on te prend, on relève ton PV, tes informations. Et voilà, tu es conduit déjà. Ça, c'est la première sanction, élimination directe. Deuxième sanction, allez-y au tribunal. Poursuite judiciaire. Donc, quand vous me dites encore que c'est ça la tolérance zéro, mon frère. Au niveau de l'éducation, au niveau des encadreurs, vous êtes pris. Non seulement vous êtes éliminé pour cet examen, vous n'avez plus de prime. Pendant 5 ans, vous ne surveillez plus en Guinée. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle tolérance zéro. Alors, il y a quand même, sur cet autre aspect que mon réalisateur vient de me souffler dans les oreilles, c'est un peu le cas de ces enseignants qui ont été un peu ventilés un peu partout à l'intérieur du pays, notamment pour faire face à ces zones reculées du pays qui n'ont pas d'enseignants. Mais il était dit que le MENA puisse aller après pour une question d'évaluation, à savoir est-ce que le travail qu'ils ont fait a été effectué dans les règles, mais aussi savoir est-ce que ceux qui ont été envoyés ont répondu à l'appel. Mais selon notre constat, ce travail de contrôle n'a pas été fait par le MENA. Est-ce que vous en avez vent de cette citation? Bien, c'est ça aussi votre problème. Nous sommes organisés. Le MENA est organisé. Nous avons des structures telles que au niveau de la sous-préfecture, nous avons les DSE. Au niveau de la préfecture, nous avons des directions préfectorales. Au niveau de la région, on a Désiré. Et chacun fait son travail. C'est pour dire, régulièrement, il y a note entre la base et le sommet. Le DSE remonte au directeur de la préfecture, le directeur à son retour remonte au niveau de la région remonte, il y a une inspection générale au niveau du MENA qui englobe toutes ces directions et qui rend compte directement au cabinet. Alors quand vous me dites qu'il n'y a pas de contrôle, je suis désolé, nous contrôlons et les listes sont tout le temps remontées, c'est que les gens pensent que c'est nous qui recrutons. Le MENA ne recrute pas. C'est l'État qui emploie. C'est le ministère de la fonction publique, de la réforme, la fonction publique qui recrute et qui offre aux différents départements les cadres qu'ils souhaitent. Ouais. On a souhaité avoir ces cadres il y a longtemps. Mais on dit qu'il faut que ces cadres-là passent un concours. C'est pourquoi on a même annulé, on a interdit les contractuels. Parce que dès qu'on prend les contractuels, ça devient un problème. Ils se disent qu'il faut qu'ils soient recrutés, il faut qu'ils soient recrutés sans concours, alors que nous ne recrutons pas. Donc aujourd'hui, le contrôle se fait et tout récemment, on vient même de remonter nos besoins au ministère de la fonction publique qui a souhaité savoir, vous avez besoin de combien? Et on l'a fait à travers les informations venues de ça et là, on les a collectées à tel endroit. Il n'y a pas de professeur de physique, il n'y a pas d'enseignant à l'élémentaire, telle école, telle. C'est connu. Nous connaissons le nombre d'écoles en gare, nous connaissons le nombre d'écoles décoiffées, nous connaissons le nombre d'écoles où il y a ceci, où il y a cela. Les statistiques sont connues parce que c'est des informations. Alors, pour presque terminer cette émission, on va désormais parler notamment de l'aspect infrastructurel. Il faut dire quand même que c'est l'autre paire de manches. Alors, quelle est la situation aujourd'hui infrastructurelle au niveau, notamment du système éducatif guinéen, notamment vous concernant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour terminer? Bon, pour terminer, il ne faut pas se voiler la face. On a besoin d'infrastructures. Pourquoi?
chaque année que Dieu fait, les enfants naissent. Évidemment, il y a de nouveaux inscrits. Et quand les enfants naissent, il faut qu'il y ait des écoles. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le besoin en école est important. J'ai écouté aujourd'hui le PM dans ma voiture quand je venais. Ouais. Il a pointé du doigt sur cet aspect, qu'un budget important sera voté pour ça. J'ai souri, ça m'a fait plaisir. Parce qu'on a ce besoin. Et tout récemment, on a eu un projet qui va faire construire 1000 salles de classe. Les écoles sont en train d'être construites. Je voudrais dire, à Conakry ici, le président lui-même a racheté 8 grandes écoles privées pour en faire des écoles publiques. Tout ça, c'est pour désengorger les écoles existantes. Mais il y a également des nouvelles écoles en construction. Mais tant que ce n'est pas fini, et ici et à l'intérieur, nous avons, comme on appelle, GIZ, nous avons la société qui était en forêt, j'ai oublié son nom. Plan Guinée. Plan Guinée, oui. Plan Guinée en train de construire, l'AFD. Nous avons des institutions internationales qui nous appuient, mais il y a également le gouvernement sur fonds propres qui construit des écoles. Donc nous souhaitons que dans les jours à venir, lorsque toutes ces clés-là seront remises, je crois que nous allons finalement finir avec les écoles en gare, parce que dans certaines localités, il n'y a pas d'école. Mais ce n'est pas tout le monde aussi qui doit avoir l'école. Pourquoi? C'est le ratio. Si vous n'avez pas d'effectifs, on ne peut pas construire une école pour 10 enfants. Évidemment. Donc l'école, il y a tous ces paramètres que nous tenons compte et afin de mettre une école en place. Donc c'est sûr, dans les années à venir, les écoles dont les premières... C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour chaque Guinéen. Voilà, donc les écoles dont les premiers prêts ont été posés vont être finis et les clés nous seront rendues. Bien, malheureusement nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Starcom consacré essentiellement aux examens nationaux. Monsieur Ansa Diawara, merci d'être passé dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. C'est moi qui vous remercie et je suis très heureux d'être là aujourd'hui et j'espère que ça va continuer parce qu'il faut informer les gens pour dire que le département est en train d'aller de l'avant. Et vous l'avez compris, on est avec le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans cette émission Starcom. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, qui avez pris votre précieux temps pour nous suivre dans cette émission. On espère que ce numéro vous a permis notamment d'avoir une vue un peu large sur cette affaire, notamment des 20 000 dossiers récalés par le MENA dans le cadre notamment des examens nationaux session 2021. Il ne me reste qu'à vous dire merci également pour votre attention. On se retrouve dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.